Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Leslie Touré-Capot et je suis professeur en études urbaines au Centre Urbanisation Culture Société de l'Institut national de recherche scientifique. Je vais être l'animateur de ce webinaire qui est intitulé Au-delà de la criminalité, les nouveaux défis de sécurité urbaine au Québec. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à Robertson-Édouard pour un mot d'introduction sur ce webinaire et un retour sur les notions d'insécurité urbaine. Merci beaucoup, professeur Capot. Mesdames, Messieurs, chers collègues, partenaires et membres de l'Observatoire québécois des inégalités, bienvenue. Bienvenue à ce webinaire portant sur un sujet aussi actuel que préoccupant, les nouveaux défis en matière de sécurité urbaine. L'Observatoire québécois des inégalités, qui l'organise, est un organisme sans but lucratif qui produit, mobilise et démocratise des connaissances sur différentes formes d'inégalités au Québec, afin d'éclairer la prise de décision et de sensibiliser un large public à l'état des inégalités, à leurs causes et conséquences, ainsi qu'aux solutions possibles. Alors qu'on vit dans un contexte de profonde transformation, qu'elle soit causée par les effets persistants de la mondialisation et du recul de l'État-providence, qu'elle soit entraînée par la crise du logement, des tensions sociales ou encore de l'évolution rapide des dynamiques de violence, les dynamiques de sécurité urbaine se sont recomposées au Québec comme dans d'autres sociétés occidentales. Ce phénomène se manifeste à travers une hausse marquée de certains actes de violence, mais aussi par une amplification des discours médiatiques et politiques centrés sur le sentiment d'insécurité. Il devient dès lors primordial de réimaginer nos approches en matière de sécurité dans les milieux urbains. La sécurité urbaine ne peut donc plus être analysée uniquement sous le prisme de la criminalité, de l'ordre public ou du contrôle social. Elle doit être envisagée comme le reflet d'une critique de l'ordre social, un révélateur de ses failles, un signal d'alerte sur l'échec collectif à garantir une vie digne pour toutes et pour tous. C'est précisément dans cet esprit que l'Observatoire a organisé ce webinaire pour contribuer à une réflexion euh, qui invite chercheurs, intervenants, citoyens, responsables communautaires et décideurs publics à mieux comprendre les défis actuels de l'insécurité urbaine et à explorer ensemble des pistes de solutions ancrées dans les réalités du terrain, éclairées par la recherche et les expériences citoyennes, soucieuses de la dignité et de la participation de toutes et tous. Nous vous remercions, chacun et chacune, de votre présence et de votre engagement à bâtir des villes plus inclusives, plus justes et donc plus sécuritaires au Québec. Bon webinaire à vous. Merci beaucoup pour cette introduction. Ça me permet de reprendre le fil et d'introduire un peu comment on va procéder pour la suite des choses. Nous avons trois invités qui vont présenter pendant quelques minutes, qui vont faire une présentation individuelle pendant quelques minutes, et après nous échangerons à partir des questions que vous poserez dans le chat. Et je vais commencer par présenter en fait nos invités aujourd'hui. Et la première invitée est Camille Vincent Bernard, qui est coordinatrice clinique des équipes de milieu ouvert au Centre Le Havre. Elle est originaire de France et a été formée en travail social. Après avoir travaillé pendant 3 ans à Paris en aidant des personnes à la rue, elle a commencé à travailler à Trois-Rivières en 2020. Et elle a été intervenante au Centre Le Havre en accompagnant des dizaines de personnes en situation d'itinérance. Et elle est nouvellement coordinatrice des équipes de milieu ouvert, c'est-à-dire du refuge et de l'équipe mobile qui fait un travail de proximité. La deuxième invitée est Catherine Dufresne, conseillère en développement communautaire à l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles de la ville de Montréal. Catherine Dufresne a œuvré à Rivière-des-Prairies pour le milieu communautaire, scolaire et la municipalité depuis près de 30 ans. Et elle croit profondément en une collaboration authentique et la complémentarité intersectorielle.
Elle considère aussi que l'apport fondamental d'une municipalité au développement des communautés est d'être en communication constante avec les citoyens et citoyennes, à l'écoute de leurs besoins et de leurs aspirations, et de croire en leur capacité d'agir et de prendre des décisions en étant facilitateur entre les différentes ressources disponibles pour la population. Enfin, notre dernier invité est Kester Milom, qui est un jeune créateur de Rivière des Prairies, montréalais d'origine, originaire du quartier de Rivière des Prairies, qui, à travers des TikToks engagés, des sketchs authentiques, utilise sa voix pour sensibiliser les jeunes aux réalités de la rue, de la criminalité et à l'importance de faire des bons choix. Kester Milom participe à plusieurs émissions de télévision, a participé à plusieurs émissions de télévision, à des reportages, ce qui lui a permis de porter son message encore plus loin. Son objectif, c'est d'inspirer, d'éveiller et de faire réfléchir sans jamais trahir qui il est et ni d'où il vient. Donc, pour commencer, je laisserai la parole à Kester Milom pour une première partie de présentation qui partira de sécurité urbaine, de la perspective des jeunes de Rivière des Prairies et de Pointe-aux-Trembles. Kester, moi, oui, j'entends. Moi, pour propos de la première partie, au niveau des sentiments d'insécurité ou de sécurité urbaine chez les jeunes, c'est plutôt, si on parle de mon point de vue, moi, c'est plutôt mitigé. Je sais qu'autour de moi, il y a quand même des dangers, il y a quand même un sentiment d'insécurité, mais aussi le fait que je sois jeune, ça, j'ai une misère à forcément le percevoir comme plusieurs jeunes aussi. Puis à part ça, si je pourrais aller plus simple, c'est vraiment comme, je sais qu'il y a un sentiment de sécurité, mais on a la difficulté à le voir entre les jeunes. Merci beaucoup, Kester. Est-ce que Catherine, pour y reprendre et enchaîner? Oui. Donc, bonjour tout le monde. Ça fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. J'apprécie le fait qu'on puisse avoir une discussion ouverte sur les changements là, qui s'opèrent au niveau des facteurs d'insécurité. Je suis contente, merci Kester d'être là aussi. Je suis sûre qu'au fil de l'après-midi, tu vas pouvoir faire comprendre aux adultes autour de l'écran, derrière l'écran, qu'est-ce que vivent les jeunes. Je pense que c'est l'important pour aujourd'hui, pour qu'on ait le point de vue. Moi, je travaille pour la municipalité, donc l'arrondissement. On est plusieurs acteurs partout au Québec à œuvrer auprès des phénomènes sociaux et auprès des enjeux en sécurité urbaine. À la mesure de notre capacité. Je pense que l'important pour les municipalités au Québec, c'est d'être en interaction, en lien de confiance avec les différents acteurs qui œuvrent auprès de la sécurité urbaine, mais surtout d'être à l'écoute, en contact avec la population. Si on connaît bien la population, on connaît le mieux possible les enjeux auxquels ils font face. C'est sûr que l'insécurité rejoint beaucoup de facteurs, autant au niveau économique, financier, l'environnement. Donc, les municipalités, pour moi, ont un rôle majeur dans comment le sentiment de sécurité peut être amélioré, mais aussi travailler sur les facteurs de protection pour nous éviter, en fait, de s'enliser dans ces enjeux de sécurité-là. Donc, moi, depuis mes débuts, comme a dit M. Capot, c'est sûr que j'ai travaillé un petit peu dans le milieu communautaire, j'ai travaillé en milieu scolaire, puis principalement à la ville, pour la municipalité. Mais pour moi, ça a toujours été important d'être à l'affût ou d'être en écoute active, en fait, avec ce qui était vécu. Puis maintenant, ce que je trouve au niveau de l'insécurité, de la sécurité urbaine, c'est que la mouvance se fait très rapidement. Maintenant, on parle de tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui dépassent le perceptible ou dans des zones habituelles où on intervient, autant pour les organismes communautaires que pour les municipalités. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler étroitement avec des jeunes comme Kester, avec le milieu de la recherche,
comme l'Observatoire québécois des inégalités. Pour moi, c'est important qu'on travaille tous ensemble pour essayer d'identifier les enjeux prioritaires. Puis, pour moi, la stratégie, c'est ensuite de prioriser ensemble. Mais voici ce sur quoi il faut qu'on s'attaque plus rapidement. Puis ces enjeux-là sont très macro. On ne réussira jamais à combattre complètement la question de la pauvreté, mais on peut agir, moi, je pense, ensemble sur certains aspects, le convenir ensemble, mais il ne faut jamais perdre de vue le lien avec la population parce que pendant qu'on va être en train de travailler sur des solutions, bien, la population puis les jeunes, entre autres, sont rendus 10 pas en avant de nous, donc on est toujours en réaction à éteindre des feux. Donc, c'est cette synergie-là, en fait, que j'aimerais aussi qu'on aborde aujourd'hui, qui est nécessaire pour moi pour combattre les enjeux de sécurité urbaine. Merci beaucoup, Catherine. Et là, ça pose tout de suite le cadre, en fait, avec la perspective de Kester dans l'expérientiel et celle de Catherine au point de vue municipal. Ce qui nous permet peut-être de passer à celle de Camille Vincent Renard, qui va nous parler plus d'une approche en intervention sur le terrain dans le cas de la ville de Trois-Rivières. Je vous laisse la place, Camille. Oui, merci. Bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Camille Vincent Renard, c'est ça, je suis coordonnatrice clinique des équipes de milieu ouvert pour le Centre Le Havre de Trois-Rivières. Le Centre Le Havre, c'est ça, c'est un organisme communautaire en fait qui a pour mission principale de prévenir l'enracinement d'itinérance sur la ville de Trois-Rivières et qui essaye aussi de favoriser l'inclusion sociale des personnes défavorisées. Dans tout ce cadre-là, on offre toute une trajectoire de services allant de l'hébergement bas seuil de type refuge, où les gens sont accueillis pour juste une nuit à la fois, jusqu'à des hébergements de transition de type maison de chambre. J'ai été moi-même sur le terrain pendant 5 ans. Là, c'est ça, je suis tout nouvellement coordonnatrice depuis 2 mois. Puis c'est ça, j'ai pu travailler quotidiennement avec une population marginalisée et invisibilisée à la fois par la population générale et à la fois par elle-même comme un moyen de protection. C'est ça, c'est quelque chose qu'on observe vraiment souvent chez les femmes, qu'elles essayent de se rendre invisibles dans la rue pour éviter les agresseurs potentiels. J'ai envie de continuer, c'est ça, de commencer ma présentation en vous parlant des différentes formes d'itinérance. On a d'abord l'itinérance situationnelle. Là, c'est ça, c'est un épisode de rue qui survient à la suite d'un événement qui a amené une rupture. Ça peut être une situation, une séparation, une perte d'emploi, un deuil. Ça, c'est des situations qu'on voit de plus en plus dans nos services, surtout depuis la crise du logement. Même s'il s'agit pour la plupart d'épisodes courts, ils peuvent se répéter plusieurs fois au cours d'une vie. Ensuite, on a l'itinérance chronique. Alors ça, c'est vraiment le stéréotype de l'itinérant que tout le monde a dans la tête. C'est comme le vieux monsieur qui est sur le bord de la route, qui quête avec sa canne de bière, puis qui est comme toute sale sur lui. Ça, c'est des gens qui sont à la rue depuis des années, puis pour qui c'est vraiment difficile de retourner vers un logement. On a vraiment beaucoup de choses à travailler avec eux en amont pour que ça soit une réussite, le retour en logement. Ensuite, on a l'itinérance cyclique. Ça, c'est une forme d'itinérance où les gens alternent entre des épisodes de rue puis des épisodes en logement-hébergement. Puis on en voit aussi vraiment beaucoup dans nos services, même si c'est ça notre mission, c'est d'essayer d'éviter la récurrence. C'est sûr que c'est pas toujours évident, puis on continue à en voir beaucoup dans nos services. Puis enfin, on a ce qu'on appelle l'itinérance cachée ou invisible. Ça, c'est des gens qui se promènent de divan en divan, qui sollicitent beaucoup leur réseau, autant la famille que les amis, jusqu'à épuisement, puis à se retrouver dans la rue, puis dans nos services éventuellement. Toutes ces formes d'itinérance ont des causes multiples. Puis jusqu'à présent, les études qui ont été faites pour identifier les causes, ça a surtout été fait sur une population masculine, sauf qu'on voit de plus en plus de femmes à la rue. Mais là, les causes dont je vais vous parler, c'est des causes qui ont été identifiées plus pour les hommes. Mais on observe que pour les femmes, c'est sensiblement pareil. En tout cas, nous, dans nos services, c'est ça qu'on observe. Donc, c'est ça, un épisode de rue peut arriver suite à des événements de vie comme une rupture amoureuse, un deuil, une perte d'emploi,
une forte institutionnalisation de la personne. Ça, c'est des gens qui ont passé leur enfance en centre jeunesse, c'est des gens qui ont passé 10 à 15 ans en détention, puis à la sortie de l'institution, ben, c'est sûr que le risque de se retrouver à la rue est grand, ça les a comme fragilisés, puis c'est ça, on observe qu'il y a beaucoup de monde dans nos services qui ont vécu des grands parcours en institution. Puis c'est ça, dans tout ce que je viens de nommer, on peut se rendre compte à quel point c'est des choses qu'on pourrait tous et toutes vivre finalement. Puis la grande différence, ben, ce qui fait une forte différence là-dedans, c'est le filet social qu'il y a autour de la personne. Plus le filet social est fort et présent autour de la personne, moins le risque de se retrouver à la rue est grand. Maintenant que c'est ça, j'ai posé les bases, je voudrais vous parler des formes d'insécurité que les gens à la rue vivent. Puis c'est ça, au début, je voulais parler d'insécurité alimentaire, d'insécurité résidentielle, des agressions que vivent les gens dans la rue. Puis finalement, avec les événements des derniers jours, je me suis dit que j'avais finalement le goût de vous parler d'insécurité en termes de conditions climatiques. Parce que nous, c'est ça, là, ben c'est ça, comme tout le monde, il a fait vraiment chaud dans les derniers jours. Puis finalement, on voyait ça aller. Puis le lundi et mardi, avec le congé férié, il y allait avoir des services, des centres de jour pour les personnes en situation d'itinérance qui allaient être fermés. Donc, aucun accès éventuellement à de l'eau, à des points pour se rafraîchir. Du coup, finalement, tous les acteurs qui travaillent en itinérance de Trois-Rivières se sont comme mis d'accord pour quand même offrir des services à tous ces gens-là entre lundi et mardi. Parce que c'est ça, au final, les gens qui sont dans la rue, ça reste que c'est leur milieu de vie, puis ils sont vraiment plus à risque que n'importe qui d'autre face aux, ben c'est ça, aux conditions climatiques qui peuvent être extrêmes, autant l'été que l'hiver. L'hiver, c'est la même chose, on rencontre les mêmes, les gens rencontrent les mêmes risques d'être à la rue. C'est pour ça qu'on ouvre aussi tous les hivers des points de chaleur le soir et la nuit pour éviter que les gens meurent de froid, puis toute autre sorte de difficultés. On voit bien que c'est ça, l'insécurité climatique en termes de santé globale est grande et vulnérabilisante pour ces personnes. On voit bien à quel point ici les inégalités sociales multiplient les formes d'insécurité que peuvent vivre les personnes. Mais c'est ça, j'aimerais quand même vous parler des autres formes d'insécurité que vivent les gens en général dans leur journée, dans leur nuit. Pour la plupart, ils ont peur de se faire voler leurs affaires parce que c'est quelque chose à quoi on ne pense pas, mais c'est ça, les gens qui habitent la rue, finalement, eux aussi, ils ont leurs effets personnels, mais sauf qu'il y a des moments, il faut qu'ils quittent leur lieu d'habitation pour aller à un rendez-vous, pour aller manger dans un service, en tout cas, peu importe. Puis c'est ça, là, le risque de se faire voler est vraiment présent. Les gens vivent de l'insécurité face au fait, à la possibilité de se faire agresser. Ça, c'est réel en tout temps pour tout le monde, hommes, femmes, tout le monde. Ils ont aussi peur de se faire déloger par la police. Alors, même si on travaille vraiment bien avec la ville de Trois-Rivières, parce que c'est ça pour cet été, c'est la tolérance qui est de mise pour tous les campements qui commencent à s'implanter partout dans la ville. Ça reste que, c'est ça, comme on dit, ma liberté s'arrête là où celle des autres commence. Donc, c'est comme encore une question de cohabitation sociale puis de respect et de tolérance les uns des autres. Puis ça m'amène à parler finalement du fait qu'il y a des comportements qui peuvent sembler dangereux pour monsieur et madame tout le monde, mais qui sont finalement des moyens de protection pour les personnes qui vivent à la rue. Je pense à une femme notamment qui a l'habitude de hurler vraiment de façon agressive dans la rue, puis comme elle associe ça à des gestes, vraiment beaucoup de gestes dans les airs, puis ça fait en sorte que ça fonctionne. Les gens l'approchent vraiment rarement, puis en tout cas sinon de loin. Puis là, on peut comprendre aussi toute l'ambivalence de la situation, que monsieur et madame tout le monde perçoivent cette femme éventuellement comme une menace pour eux, mais que finalement cette femme, elle aussi, elle perçoit monsieur et madame tout le monde comme une menace parce que c'est des gens qui sont comme intrus dans son milieu de vie. Puis j'aimerais juste terminer avec ça. Je crois sincèrement que la rue est un milieu de vie et d'expression des souffrances en tout genre, puis que l'insécurité qui règne dans la rue peut prendre de nombreux visages. Que c'est ça, la femme qui crie peut effrayer monsieur et madame tout le monde, mais que finalement monsieur et madame tout le monde aussi peuvent effrayer cette femme-là. Et que c'est ça, c'est à chacun et chacune de mettre des stratégies en place pour être capable d'affronter cette insécurité, ce sentiment d'insécurité qu'on peut vivre. Puis c'est ça, je crois donc qu'il est important
d'accepter que les personnes à la rue ont des stratégies de survie bien à elles. Voilà, merci. Merci beaucoup, ce qui fait le tour des présentations un peu plus formelles pour notre discussion d'aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes déjà dans le public qui ont des questions brûlantes? Si vous ou qui- permettez, professeur Oui, Capot, oui, il y avait 4 présentations. ah, Il y pardon. avait, il y avait la mienne au tout début pour mettre un peu le cadre, donner les clés aux participants pour comprendre exactement les propos que nous entendons. Je vais essayer d'aller vite parce que bon, la plupart des éléments que je voulais souligner ont été mentionnés, sauf que là, je vais essayer de schématiser un peu pour que ça soit un peu plus intelligible pour tout le monde. Alors, tu peux, suivant, Miley. En général, quand on parle d'insécurité urbaine ou de sécurité urbaine, on pense tout de suite à la criminalité, à la délinquance. Le pari que nous faisons à l'Observatoire, justement, c'est de décentrer le regard, de le déplacer de la criminalité, de la délinquance pour aborder tous les autres risques, dangers, menaces qui peuvent affecter la santé physique ou psychologique des individus et même jusqu'à provoquer leur décès. Donc le terme insécurité désigne un phénomène beaucoup plus complexe que la criminalité. Il comprend d'une part une dimension objective, comme vous le voyez ici, incluant les dangers, les crimes, etc. Mais il comprend aussi une dimension subjective, communément appelée sentiment d'insécurité. À retenir, la sécurité ne signifie pas l'absence totale de danger, mais plutôt la gestion et le contrôle des risques pour minimiser les conséquences de ces risques. Suivant, Miley. L'insécurité urbaine, telle que nous l'entendons à l'Observatoire québécois des inégalités, est multidimensionnelle. Elle englobe, au-delà de la criminalité, le titre du webinaire, elle englobe les insécurités alimentaires. C'est pour ça qu'on parle de pauvreté et de problèmes d'alimentation. Euh, Elle englobe l'insécurité résidentielle. C'est pour ça qu'on parle d'itinérance. Elle englobe l'insécurité routière. Elle englobe l'insécurité sociale. Elle englobe l'insécurité sanitaire, etc. En somme, l'insécurité urbaine affecte jusque la cohésion de la société. Prochain slide. D'une manière générale, la criminalité demeure la première mesure de l'insécurité urbaine. Il y a une mesure qu'on utilise en général en criminologie pour apprécier le volume et la gravité des crimes, c'est l'indice de gravité de la criminalité. Cet indice permet d'examiner à la fois le nombre et la gravité relative des crimes qui sont commis dans une région donnée. Au Canada, cet indice, comme vous le voyez à gauche à l'écran, a connu des phases de déclin, de croissance et de diversification, reflétant l'adaptation constante des acteurs criminels et des politiques publiques. Donc, quand il y a une baisse, c'est que les politiques publiques se sont révélées relativement efficaces. Et quand les politiques cessent d'être efficaces, alors, parce que les acteurs criminels se sont adaptés aux politiques qui sont en place, alors la criminalité repart en hausse. Au Québec, vous voyez que la tendance est relativement semblable, sauf qu'au Québec, la criminalité recule depuis les années 2000. Tandis que si je pose la question à monsieur, madame, tout le monde qui écoute ce webinaire, on a comme l'impression que chaque année, la situation s'empire. Ben, ce n'est pas totalement faux parce que si vous regardez la queue des deux courbes, vous verrez que depuis 2020 à peu près, la criminalité, l'indice de gravité des crimes augmente, que ce soit au Canada, au Québec, et on a fait le test aussi à Trois-Rivières, on a fait le test à Montréal. La criminalité, l'indice augmente aussi dans ces régions-là. Mais la criminalité, on passe à la suivante, ça c'est la criminalité en général, partout, a une caractéristique particulière, c'est qu'au Québec, elle est principalement urbaine. Environ 4 crimes sur 5 portés
à l'attention de la police en 2023 ont été enregistrés dans des régions urbaines. Mais si la criminalité est principalement urbaine, prochain slide, vous allez voir que la gravité des crimes, elle, est plus élevée en milieu rural, ce qui est plutôt contre-intuitif. On aurait plutôt tendance à croire que les crimes les plus graves et les plus nombreux se déroulent en milieu urbain, sauf que ce n'est pas exactement le cas. L'indice de gravité de la criminalité, vous le voyez ici, est plus élevé en milieu rural, toute proportion gardée. Là, on met tous les milieux ruraux ensemble. Il y a des milieux ruraux qui se distinguent d'autres, donc où la criminalité est plus élevée comparativement à d'autres. Mais si on considère comme deux blocs monolithiques, le milieu rural et le milieu urbain, l'indice de gravité est plus élevé en milieu rural qu'en milieu urbain. Prochain slide. Je vais essayer d'aller vraiment relativement vite pour qu'on comprenne bien. Et c'est là que la chose devient un peu plus intéressante, puisque je vous ai dit en préambule qu'on ne peut plus se contenter d'examiner les indicateurs de criminalité, et je me mets à vous parler de criminalité. C'est pour vous montrer que même quand on parle de criminalité, elle est associée au sentiment d'insécurité. Et là, ce qui est intéressant, c'est que presque toutes les recherches qui ont été faites révèlent qu'il y a un écart entre la criminalité objective, donc les crimes qui sont réellement commis, et le sentiment d'insécurité que les individus éprouvent dans les milieux où les crimes ont été commis. Et cet écart va dans le sens où il y a des endroits, il y a des quartiers qui sont réputés criminogènes, mais où les indicateurs de criminalité sont moins élevés que la moyenne. Et pourtant, on continue de percevoir ces zones-là comme des quartiers chauds. Et je peux donner un exemple, puisqu'on a fait le test, l'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, où le taux de criminalité est moins élevé comparativement à la moyenne montréalaise, mais si on demande à quiconque de citer parmi les quartiers les plus chauds de Montréal, on va tout de suite penser à Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles, parce que les indicateurs objectifs ne le montrent pas. Alors pourquoi? C'est parce que le sentiment d'insécurité comprend trois dimensions. Elle comprend une première dimension qui est la dimension, on reste à la même slide, elle comprend une dimension émotive qui inclut la peur, l'angoisse d'être victime, qui inclut le stress de fréquenter un quartier réputé criminogène. Elle comprend aussi une dimension cognitive qui est la perception qu'on a des risques et des mesures de protection. Et cette perception, je le répète, ne colle pas toujours à la réalité. Et elle comprend une troisième dimension qui est la dimension comportementale qui inclut l'évitement, la fuite, la surveillance, l'autodéfense. Alors là, j'avais quelques petites citations que je voulais vous rapporter qui sont tirées de l'étude que nous avons réalisée à Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles. Pour la dimension émotive, un jeune de Rivière-des-Prairies témoignait. Pour moi, être en sécurité, c'est quoi? C'est la liberté. La liberté de sortir de chez moi sans avoir peur que quelque chose arrive. Me promener sur le boulevard Gouin sans avoir peur à 1h du matin. Une intervenante renchérit. On a vraiment vu des parents, notamment, qui étaient traumatisés, qui avaient très peur pour leurs enfants. La dimension cognitive, la perception qu'on a des risques et des dangers. Il y a une intervenante de Rivière-des-Prairies qui témoigne. Ben, tu sais, il y a toujours eu de la violence à Rivière-des-Prairies. C'est juste que dans les dernières années, le nombre d'événements avec armes à feu, le nombre de fusillades a vraiment augmenté de façon marquée. À cause de ces perceptions, ces personnes qui habitent ces quartiers-là sont considérées comme dangereuses, surtout s'ils sont jeunes. Et ces quartiers sont considérés comme chauds. Je m'excuse, Roberto. Oui. Je vais te couper 30 secondes. Ta caméra ne fonctionne plus, donc est-ce que tu pourrais la rallumer, enfin l'éteindre et la rallumer afin que tout le monde puisse te voir? Merci. Oui, parfait, merci. La troisième dimension qui est la dimension comportementale, l'évitement. Il y a une dame, une citoyenne locataire de HLM à Pointe-aux-Trembles qui témoigne. Il y a beaucoup de troubles de santé mentale à Pointe-aux-Trembles. Après le soir, à 8h, je ne sors plus de chez moi. Il n'y a aucune sécurité. Je suis ici depuis 50 ans et j'ai bien hâte de partir. Maintenant, voyons les mesures de surveillance
qu'entraîne cette perception du risque. Certaines rues où est-ce qu'ils ont mis des caméras, là où il y a eu des crimes, les gens ont l'impression que c'est un faux sentiment de sécurité parce que les caméras n'empêchent pas les jeunes, notamment, de venir faire des méfaits. L'autodéfense. Il y a Gérard, qui est un intervenant qui nous indique, pour avoir accès à une vie sociale à Rivière-des-Prairies, il faut augmenter les facteurs de protection. Donc c'est là ce que tu vas aller faire, c'est que tu vas aller chercher des ressources extérieures qui vont pouvoir te procurer une arme à feu, qui vont pouvoir te procurer un pepper spray, qui vont pouvoir te procurer un couteau, qui vont pouvoir te procurer différentes armes pour assurer ta protection lorsque tu es en train de te promener à l'intérieur de ton quartier. Donc vous voyez que là, le sentiment d'insécurité pousse certains jeunes à adopter des comportements pour se protéger qui sont eux-mêmes ces comportements criminogènes. Là, on peut passer au prochain slide. L'insécurité urbaine coûte cher à la communauté et à la société. Elle a un coût humain, elle a un coût social et elle a un énorme coût économique. Prochain slide. L'accent sur la criminalité invisibilise cependant toutes les autres formes d'insécurité. Les insécurités alimentaires résidentielles représentent deux des formes d'insécurité les plus critiques dans les villes contemporaines. Pour la plupart des répondants d'une enquête réalisée en 2024 à Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, l'insécurité alimentaire était le problème numéro 1 en matière de sécurité. Les problèmes de disponibilité, d'accessibilité, de qualité des aliments existent dans les deux quartiers, Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-Trembles, mais avec une plus grande sévérité à Rivière-des-Prairies. Les nouveaux défis de sécurité urbaine englobent alors, au-delà de la criminalité, des problèmes de cohabitation sociale, exacerbés par des inégalités socio-économiques et raciales. La jeunesse vulnérable, la marginalisation sociale, l'itinérance, les inégalités territoriales sont des facteurs aggravants. L'intégration, ça c'est sans compter l'intégration des nouveaux arrivants, la cohabitation avec des personnes en situation d'itinérance ou vivant avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie. Une enquête réalisée à Verdun en 2024 a recensé parmi les éléments qui influent sur le sentiment d'insécurité la présence des personnes en situation d'itinérance, les gens bizarres. Vous voyez, les gens bizarres. Ça, c'est un critère qui alimente le sentiment d'insécurité. Avec des enjeux de santé mentale ou des dépendances, la conduite dangereuse et les interactions difficiles entre piétons et cyclistes, ainsi que les vols. Donc, l'insécurité, vous voyez sa multidimensionnalité. Et parmi les défis actuels, il y a les changements démographiques dus à l'immigration des nouveaux arrivants et à la migration de certaines populations, dont les populations autochtones qui migrent vers les villes. Elle inclut aussi, les nouveaux défis, ils incluent aussi l'insécurité numérique, avec tout ce que ça entraîne au niveau de la cybersécurité, mais aussi au niveau des fraudes et des extorsions de personnes vulnérables. Elle inclut aussi la transnationalisation des risques dus au trafic d'armes, de drogue et à la traite humaine. D'autres enjeux dont l'extrémisme violent, l'ingérence étrangère, les gangs de rue, la possession des armes à feu et l'insécurité numérique demeurent préoccupantes. Face à l'évolution rapide des menaces, notamment la criminalité organisée, le terrorisme, la cybercriminalité ainsi que les problématiques sociales telles que l'itinérance et la marginalisation, il devient essentiel d'adapter les stratégies et les politiques publiques. Je reviendrai tantôt quand on parlera des solutions. Voilà le cadre que je voulais mettre pour qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'on parle en même temps de problèmes de santé mentale, de problèmes d'itinérance, de problèmes de toxicomanie, et pourquoi on évite les acteurs, on évite les jeunes qui sont perçus à la fois comme auteurs et victimes de l'insécurité urbaine à discuter et à croiser leurs perspectives. Merci. Merci beaucoup pour cet exposé très clair et très
qui dressait un portrait assez large de la question de la sécurité, de l'insécurité entre sentiments, perception et dispositif, pour le dire assez rapidement. Mais il y a plusieurs questions qui sont sorties dans le chat. Mais je pense que Kester, peut-être, je ne me trompe pas, si tu voulais rajouter quelque chose avant, ou pas du tout. C'est peut-être moi qui me trompe. Hein. J'ai vu quelque chose passer qui disait que tu allais peut-être rajouter quelque chose. Attendez. Mais peut-être avant d'entendre Kester, il y a plusieurs questions qui sont ressorties dans le chat. Notamment une première question un peu plus spécifique sur les données pour Robertson. Donc, comment est calculé l'indice de gravité des crimes et quels sont les indicateurs retenus pour calculer la gravité? C'est une question un peu technique, mais c'est peut-être revenir un peu sur les données présentées, les caractéristiques de ces données-là. Comment on distingue la gravité des faits et quels sont les indicateurs qui vont être pris en compte pour calculer cette gravité des faits. L'indice de gravité des crimes, c'est un indice qui est calculé à partir du programme de déclaration uniforme de la criminalité, à partir des données policières. C'est calculé par Statistique Canada et ça inclut deux grandes dimensions. Le volume, qui est le nombre d'affaires ou d'incidents rapportés à la police, et la gravité, qui, elle, est évaluée sur la base des peines encourues pour l'infraction en question. Donc, plus la peine est sévère, plus on va considérer l'infraction comme grave, moins la peine est sévère, moins on va considérer l'infraction comme grave. Et donc, c'est un indice composite qui combine ces deux dimensions. Donc, ça reste quand même de la perspective institutionnelle. C'est moins on revient sur la notion de sentiment, c'est moins de la perspective du public, par exemple. Absolument. C'est pour ça que je mettais en parallèle les indicateurs objectifs par rapport au sentiment d'insécurité. Donc, c'est un indicateur objectif de la criminalité à côté qui est plus complet que le taux de criminalité qui, lui, est juste un rapport du nombre de personnes ayant commis un crime sur la population générale. Merci beaucoup. Et je vois que Catherine a la main levée, donc je lui laisse la parole. Oui, je m'excuse, Robertson, je vais me permettre un petit complément. En fait, moi, j'ai une impression, là, ça ne repose pas sur des faits ou des statistiques, mais j'ai l'impression que les statistiques, ce qui est répertorié, c'est une chose. Pour venir avoir grandi à Rivière-des-Prairies, travailler actuellement ici, je pense qu'il y a certains quartiers, entre autres à Montréal, mais ailleurs là, au Québec ou au Canada, où oui, il y a une peur, donc c'est pas rattaché à des statistiques, mais je pense qu'il y a beaucoup d'incidents qui ne sont pas répertoriés, donc peu connus, pour lesquels il n'y a pas eu de plainte, donc qui se passent dans l'ombre. Donc, je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais les chiffres qu'on ne connaît pas. Je pense qu'il y a beaucoup de ça. Et il y a peut-être le type d'incident aussi qui vient nourrir l'insécurité. Des fois, c'est des incidents qui sont plus, qui frappent l'imaginaire, je vais dire ça, ou qui sont plus, l'intensité, elle est tellement élevée que ça devient un choc pour la population puis les gens qui la vivent. On parle d'incidents qui touchent notre famille, nos amis, nos connaissances. Donc, il y a des gens qu'on connaît ou avec qui on est allé à l'école. Donc, il y a quelque chose aussi de l'impact que ces incidents-là peuvent avoir sur les personnes. Donc, ce sentiment d'insécurité-là, pour moi, ne peut pas s'expliquer. Ce n'est pas que les statistiques. Puis je pense que dans des quartiers comme celui où on œuvre, puis après ça, j'aimerais entendre Kester, parce qu'au début, je pense que Kester était un peu gêné au début de son allocution. Je pense qu'il y a des sous-couches qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaît peu, qui ne sont pas documentées, qui sont vécues. Et c'est là l'intérêt pour moi de travailler
autant avec les organismes communautaires qui œuvrent sur le terrain, avec la population, pour moi, la population aussi. C'est pour ça que je me dis, si on veut avoir l'heure juste, c'est de travailler avec toutes ces parties prenantes-là pour bien comprendre quelle est la réalité. Donc, c'est un petit complément là, que je voulais ajouter. Je reprendrai peut-être là, parce que c'est un débat qui existe entre données quantitatives et données qualitatives et qui va reprendre quelle est la portée en fait et la valeur de ces données quantitatives que nous a présenté Robertson, et en même temps, comment on mesure l'aspect qualitatif du sentiment de sécurité, qui, comme le disait Catherine, qui va se jouer dans tout un tas d'éléments et de variables qui vont être peu perceptibles dans une perspective quantitative, pour le dire assez rapidement, et qui va surtout se situer au niveau de l'expérientiel. Je ne sais pas si Robertson, tu veux réagir, ou sinon Kester a levé la main, qui permettrait justement d'avoir un peu au niveau de... On a Priorité parlé à beaucoup de Kester. jeunes aussi. Et Kester, si tu veux réagir. Ben, moi, je vais rebondir sur ce qu'ils ont dit. Moi, ce que je retiens personnellement, c'est vraiment que, comme il a dit, l'insécurité urbaine amène les jeunes à avoir aussi le sentiment d'insécurité amène les jeunes aussi à avoir des réactions qui sont peut-être pas forcément mesurées, aller chercher un pepper spray. Ça, c'est vrai que ça fait partie d'une réalité, mais aussi, je tiens aussi à rappeler, et puis c'est important de dire qu'il y a aussi plusieurs d'autres aspects qui viennent affecter les jeunes et qui font en sorte que les jeunes prennent aussi des décisions controversées, de mauvais goût, des décisions qui sont plutôt difficiles à comprendre, comme le fait de être souvent pointé du doigt. Soit par exemple, on va prendre un exemple, il y a le petit Jean, lui, il va à l'église, il est tranquille dans son coin, il joue aux jeux vidéo. Mais là, du jour au lendemain, on vient lui dire que, oh, vous les jeunes, vous êtes mauvais. Tu vois, il n'avait jamais rien, tu vois, il a jamais rien fait, il a toujours été tranquille. On arrive devant lui, on dit qu'il est mauvais. Tu vois, ça le rend genre, ça le rend vulnérable. Il dit, eh, je comprends pas, il est dans un sentiment d'incompréhension. Puis, si on met ça dans une échelle de tous les jeunes, c'est forcément il y a d'autres jeunes qui vont réagir d'une autre manière. Ils vont se dire, oh, si je suis accusé alors que je n'ai rien fait, ça sert à quoi que je fasse quelque chose de bien? Ça sert à quoi que je sois bien? Parce que les jeunes, nous les jeunes, on a un peu de misère à être en accord avec soi-même, de juste se dire, tant que moi je suis bien dans mes baskets, tant que moi je suis bien avec moi, c'est correct. Nous les jeunes, on a besoin de sentiments de validation, on a besoin de sentiments d'être reconforté, être dans une être dans une safe space. Donc si dès le début, lors de notre développement personnel, on nous accuse, ça commence mal. Aussi, il y a aussi la culture, le fait que dans les quartiers, dans la culture, le rap, tout ça, ça encourage aussi les jeunes à à grandir eux-mêmes. Aussi où tu as grandi, il y a plein d'aspects, mais c'est vrai que l'insécurité amène les jeunes à avoir plusieurs décisions, à prendre plusieurs décisions controversées, mais il y a aussi d'autres aspects. C'est tout. Merci beaucoup, Kester. Ça fait écho, en fait, on revient sur cette idée d'expérience. Comment on prend en compte l'expérience des personnes concernées dans le processus. Mais ça ramène aussi, et là, je me permets, Camille, ça ramène un peu ce que tu disais un peu plus tôt sur cette violence qui va être vécue par les personnes en situation d'itinérance, qui va être notamment la violence mise en place en réponse à la violence perçue de ces personnes-là. Et ce que nous dit Kester, quelque part, c'est en fait la violence des jeunes est étroitement liée à la violence des citoyens et citoyennes en réponse à cette perception de la violence-là, qui pourrait être aussi le cas des personnes en situation d'itinérance. Je ne sais pas si tu veux réagir peut-être sur cette idée. Comment se construit quelque part cette dialectique de la violence perpétrée, perçue en réaction? Je ne sais pas, peut-être sur le terrain, comment on gère ça sur le terrain? Et ça, je me permets une question aussi dans la foulée, mais... C'est pour moi la question. Oui, c'est ça. Peut-être c'est ça. Comment on intervient dans ce contexte où il y a un peu sur cette idée, on a des données quantitatives, on a aussi de la perception subjective. Et il y a beaucoup de notions qui reviennent. Comment on intervient dans un contexte où cette complexité émerge entre des éléments perçus, des éléments vécus, quelque chose qui va être perpétré aussi. Il peut y avoir de la violence, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, notamment par les cris, la violence, le bruit.
Et il y a peut-être quelque chose que je ramènerais aussi qui a été amené par Robertson un peu plus tôt, cette notion de dignité. Comment on intervient en prenant en compte cette notion de dignité au niveau de la sécurité? Oui, c'est une grande question. Ben, c'est sûr que pour le coup, moi, ce que j'ai observé beaucoup plus sur le terrain, c'est le sentiment d'insécurité ben, oui, c'est ça, comme vraiment un grand mélange entre le sentiment d'insécurité qui est vécu par les personnes à la rue versus les agressions qu'ils subissent réellement. Ben, en fait, c'est autant les deux, mais comment on intervient dans cette dynamique-là? Ben, c'est sûr que ça amène des situations vraiment complexes où, exemple, nous, c'est ça, dans notre refuge, en fait, dans tous nos services d'hébergement, on accueille à la fois les victimes et les agresseurs, dans le sens où on a en même temps des personnes, des femmes victimes de violences conjugales et des auteurs de violences conjugales. On a en même temps dans nos services, c'est ça, quelqu'un la veille qui s'est fait agresser physiquement par un autre usager, mais c'est ça que là, finalement, les personnes se retrouvent avec un interdit de contact, mais la Cour tolère qu'on accueille les deux de la même manière parce qu'on sait qu'ils sont à la rue et que leur solution d'hébergement, c'est notre refuge. Du coup, c'est ça, on intervient dans ce genre de contexte où on leur demande aux deux de s'éviter le plus possible, puis le reste, ça leur appartient. Mais c'est ça, on fait beaucoup de sensibilisation puis de responsabilisation pour que chacun pour que, en fait, c'est ça, c'est encore une question de cohabitation parce que c'est ça, nous, dans nos services, notre but, c'est que le groupe fonctionne bien ensemble. Puis dans la rue, je pense qu'on peut faire le parallèle, c'est la même chose. C'est que le contrat social, c'est qu'on arrive à se respecter les uns et les autres. Puis nous, c'est ça, on est vraiment très en lien avec c'est ça, les services de la ville, la mairie et la police. Puis dans les faits, c'est ça, quand il y a des citoyens ou des commerçants qui rencontrent des problèmes de cohabitation, c'est ça, avec les personnes à la rue. Là, c'est ça, ces gens-là envoient une requête soit à la ville, soit à la police. Puis ensuite, on a comme un autre partenaire d'un autre organisme communautaire et moi, on reçoit ces requêtes-là pour aller vers les gens et les sensibiliser à soit garder les espaces propres, soit essayer juste d'agir d'une façon qui va faire en sorte qu'ils vont être tolérés le plus longtemps possible dans leur espace parce que c'est ça, le but, c'est qu'on arrive tous à bien vivre ensemble. Je ne sais pas si ça répond à... Ouais. Je pense que ça donne des pistes de solutions et en même temps, j'ai beaucoup de mal avec cette idée de solution, c'est surtout d'avoir des perspectives, notamment du terrain, de l'expérience des jeunes ou de institutionnels avec Catherine. Et ça amène aussi tous les rôles et responsabilités de toutes les parties prenantes sur une situation complexe. Ce qui amène aussi, et là je vais essayer peut-être pour tout le monde qui nous écoute, j'ai noté les questions qui émergent au fur et à mesure, je vais essayer de les poser toutes, mais il y en aura sûrement que je vais oublier, donc ne m'en voulez pas. Mais il y a plusieurs choses qui sont ressorties un peu plus tôt dans le chat qui pourraient permettre de répondre aussi que je vais poser les questions comme ça. Et je pense qu'une première question est sortie suite à la présentation de Robertson, mais qui pose aussi... Oui. Je vais devoir juste vous arrêter 30 secondes. Je vois dans le fait aussi que la caméra de Camille ne fonctionnerait pas. En tout cas, est-ce que vous pouvez l'étendre et la remettre, juste pour être sûr? Pour moi, elle fonctionnait. Hein. J'ai vu aussi le commentaire, mais elle fonctionnait. Je ne sais pas, peut-être après, il y a en fonction de l'application Teams, ça varie aussi. C'est parfait. J'ai vu d'autres commentaires, donc c'est pour ça que je fais quand même le suivi, mais c'est parfait en tout cas de ce côté-là. Merci beaucoup. Vous pouvez continuer. Désolée. Parfait. Merci. Merci en tout cas pour Maëlie pour ça, mais peut-être que la question qui a émergé, c'était pour Robertson à la suite, est-ce que le vieillissement de la population ne pourrait pas être considéré comme un enjeu de sécurité, par exemple, à la suite je te laisse peut-être la place, et ça rejoint aussi la complexité d'une situation. On a beaucoup parlé des jeunes, on a parlé aussi de l'itinérance, mais le vieillissement de la population est aussi un enjeu, un défi, notamment en reprenant ce que nous disait Camille un peu plus tôt au niveau des enjeux climatiques, que ce soit en période d'hiver ou en période d'été.
Je ne sais pas si vous voulez réagir sur prendre en compte le vieillissement de la population dans une perspective de sécurité urbaine. Merci pour cette question. Je vais en profiter pour rebondir sur plusieurs autres qui ont été évoqués. Le, le terme utilisé en criminologie pour nommer la différence qu'il y a entre la criminalité réelle et les statistiques de la criminalité, c'est le chiffre noir de la criminalité. Et on est d'accord, enfin, tous les spécialistes sur la question sont d'avis à ce que les statistiques représentent la pointe de l'iceberg. Autrement dit, ce qu'on sait de la criminalité, c'est vraiment hein, la cerise sur la tête du sundae de la criminalité. Donc, le gros de la criminalité, on l'ignore. Elle n'est pas recensée par la police, donc elle n'est pas captée par les statistiques, et là-dessus, on est d'accord. Ceci étant dit, ce qu'on sait, par contre, de la criminalité, à partir des statistiques policières judiciaires, nous permet de projeter l'évolution de l'iceberg. Donc, si on ne connaît pas les racines de l'iceberg, ben, on peut projeter l'évolution de l'iceberg qui nous permet d'anticiper l'évolution de la criminalité. Sur les écarts qu'il y a autour de la question de la perception et les différences aussi qu'il y a entre le quantitatif et le qualitatif. Pour nous, c'est essentiel parce que, par exemple, des coups de feu à Rivière-des-Prairies ne sont pas perçus de la même manière que à Sainte-Foy ou à Sillery. Et c'est les mêmes coups de feu, ça peut être la même arme. Pourquoi? Parce que l'interprétation, on revient au sentiment d'insécurité, c'est d'abord l'émotion. Est-ce que la personne a déjà eu une expérience de coup de feu? Bah, la personne va réagir plus vivement que quelqu'un qui n'a pas eu cette expérience-là. Est-ce que cette personne se sent protégée ou pas? La personne va réagir plus vivement si elle ne se sent pas protégée ou à l'abri. Est-ce que la personne a accès à la police ou pas? Par exemple, pouvoir faire le 911 peut devenir un enjeu, surtout pour les personnes en situation d'irrégularité. Donc, ne fait pas le 911 qui veut. Ou quelqu'un qui est recherché par la police, même s'il est en situation de danger, ne va pas recourir à la police en situation de danger. Donc, vous voyez, il y a un paquet de paramètres dans l'environnement, dans le contexte d'un événement criminel qui explique que la perception varie d'un individu à un autre et d'un contexte à un autre. Autre question qui a été soulevée, c'est toujours la différence entre le quanti et le quali. Moi, j'aimerais, si vous le voulez bien, suggérer qu'on arrime à l'expérience les notions de stéréotypes et les notions de préjugés. Parce que très souvent, c'est même pas la connaissance qui guide le comportement ou l'action ou la réaction du citoyen, mais c'est plutôt les préjugés, c'est plutôt des stéréotypes qui sont enfouis et des fois les gens réagissent, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. J'ai juste vu le monsieur arriver là, il était sale et j'ai tout de suite traversé la rue. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Quand je réfléchis, ben, il ne représentait pas de menace réelle. Mais bon, tout à coup, c'est comme ça. C'est comme s'il y a quelque chose de très incarné. Hein. C'est la société qui prend corps. The embodiment of social ties. C'est la société qui prend corps en nous, qui s'incorpore et qui nous fait réagir d'une certaine manière. D'où l'importance pour nous à l'Observatoire de combattre les stéréotypes qui sont associés justement à certains indicateurs, surtout et là je sais que je rentre dans les plates-bandes du professeur Capot, là pour parler de profilage. Parce que on associe souvent des comportements criminogènes ou criminels à un certain style vestimentaire, à un certain faciès, à une certaine couleur, à un certain mode de vie, alors qu'en réalité, les liens ne sont pas prouvés, ni objectivement, ni subjectivement. Autre chose qui a été soulevée, et pour moi aussi, c'est pourquoi il faut vraiment faire attention. Quand nous parlons d'enjeux de sécurité urbaine, nous faisons attention pour ne pas tout de suite verser dans une approche sécuritaire. C'est pour ça que je suis mal à l'aise à l'idée de considérer le vieillissement comme un enjeu sécuritaire. Parce que si on le considère comme un enjeu sécuritaire, il y a, comment dire, une épistémologie, il y a un cadre théorique
qui vient tout de suite avec ça, et tout de suite, plutôt que d'envisager le bras gauche de l'État pour les politiques sociales, pour les politiques sanitaires, on va plutôt mobiliser le bras droit de l'État. L'État fort, l'État léviathan, l'État policier qui viendrait sauver les personnes vulnérables qui ne peuvent pas se protéger. Tandis que si on approche le vieillissement comme un enjeu de santé publique, par exemple, là, on peut aller dans d'autres voies, et où on voit que, bien sûr, le vieillissement vient avec certaines incapacités, mais elle vient aussi, il vient aussi avec certaines capacités. Parce que là, on regarde souvent les personnes aînées en fonction de ce qu'ils perdent au fur et à mesure, mais ils gagnent aussi des choses au fur et à mesure qu'ils vieillissent en maturité, en connaissance, en expérience, etc. Et c'est des connaissances, le savoir expérientiel que nous valorisons à l'Observatoire, dont on gagnerait à s'inspirer pour bien répondre à leurs besoins. Je m'arrête là, je laisse la parole aux autres. On peut passer tout de suite à Camille Vincent Renard qui va réagir. Oui, merci, c'est ça. Je voulais simplement faire du pouce quand, Robertson, tu parlais des stéréotypes qui sont vraiment incarnés puis que ça entraîne des réactions spécifiques chez les gens. C'est sûr que face à des personnes qui sont à la rue, on en voit toutes sortes là, de réactions. Les gens, c'est ça, changent de trottoir ou peu importe. Mais nous, ce qu'on aime faire en entrevue, quand on recrute des intervenants, c'est ça, c'est de leur demander, eux, comment ils pensent entrer en contact, en lien avec les personnes en situation de rue. Puis finalement, nous, la réponse qu'on espère tout le temps entendre, c'est ben, comme avec n'importe quel autre être humain sur la planète, parce que ça reste des êtres humains comme les autres. Je voulais juste dire ça. Ce qui amène une question aussi, et ça rejoint un peu ce que nous propose Robertson, mais en même temps la discussion entre santé et sécurité, santé publique, santé urbaine, comment on pourrait... Et il y a quelques années, l'ONU a pensé à décentrer l'approche de la sécurité, notamment la sécurité publique et la santé urbaine, pour la penser comme la sécurité humaine, et qui intégrerait en fait, brouillerait un peu la piste et les frontières entre la notion de santé publique et de sécurité urbaine. C'est juste pour le poser là. Ce qui amène à une autre question qui a été posée dans le chat. Comment traiter le fait que la police puisse apparaître comme un facteur d'insécurité urbaine chez les jeunes noirs? Et là, je ne sais pas si quelqu'un veut réagir, répondre à cette question. Et c'est un peu ce que disait Kester, c'est-à-dire que comment la stigmatisation vécue par les jeunes, comment la police peut être elle-même un facteur d'insécurité dans l'expérience des jeunes. Il y a peut-être Catherine qui a levé la main en premier et Kester ensuite, mais je vous laisse voir qui veut commencer. Kester, vas-y réagir, je compléterai. Au niveau de moi, si je parle de ma perception des choses, l'insécurité au niveau de la police, au niveau des jeunes, non. C'est vraiment, moi personnellement, dans le temps, quand les gens disaient, ah, il y a la police, puis les gens couraient, disaient, moi j'ai peur de la police, je disais, ah, pourquoi tu fais ça? La police, c'est pas dangereux. Moi, je disais, pourquoi les gens ont peur de la police? Pourquoi les gens ont peur de la police? Là, j'ai grandi. Oh, maintenant, j'ai vraiment peur de la police. Maintenant, quand je vois la police, j'ai peur. Je stresse littéralement quand je vois la police. Parce que ça m'est arrivé à plusieurs moments que quand j'étais dans ma voiture, puis la police nous arrête. Ou sinon, juste, je marche avec mes amis, on est dans le parc, puis comme s'il y a comme 4 voitures de police qui arrivent sur nous. Après, ils demandent les papiers du véhicule, ou sinon, ils demandent de nous identifier. Après, ils nous fouillent, et après, ils s'en vont, puis après, ils disent comme si rien n'était, ils ne disent pas pourquoi ils nous ont arrêtés. Comme ça, à un moment donné, je me rappelle, ils nous avaient arrêtés dans un parc, puis après, ils nous ont dit, ils nous ont tous fouillés, ils nous ont tous pris en photo. Après, on les a demandé, oh, pourquoi vous nous avez fouillés? Ils nous ont dit, oh, parce que vous étiez mal assis sur des bancs. Là, j'ai fait, oh, on était tous surpris. Donc là, on a remarqué que comme, moi, de mon point de vue, c'est comme la police est contre nous. La police est contre nous. Donc quand je vois un policier, je me dis, bon, lui, ça se voit qu'il va pas m'aimer. Lui, il m'aime pas. La police nous aime pas. Puis aussi avec toutes les histoires qui viennent d'ailleurs, des autres pays, aussi, tu sais, on a une certaine part avec la police, aussi avec la culture encore qui surenchérit.
moi, personnellement, de mon point de vue, moi, j'ai peur de la police aujourd'hui, mais avant, j'avais pas peur de la police. C'est tout. Catherine? Oui, ben, je peux confirmer, je ne sais pas pour les autres municipalités, mais dans les quartiers, en tout cas, je peux confirmer un peu pour Montréal. Puis je vais parler pour notre secteur. C'est sûr que c'est un enjeu qui est nommé par les intervenants d'organismes. Ça fait partie quand même des constats qui sont faits. Puis on ne peut pas enlever cette perception-là, ce sentiment-là euh, vécu par certains groupes populationnels, dont principalement les jeunes. Donc ça, c'est un état de fait. Ce qui est important en partant de ça, que ce sentiment-là, c'est sûr que le service de police a un rôle à jouer. Moi, je pense que les municipalités ont développé avec le temps d'autres types de réponses. Le milieu communautaire, c'est un type de réponse que la société, que la population a décidé de mettre de l'avant pour favoriser du rapprochement ou en tout cas s'occuper de la population. Le devoir qu'on a comme municipalité, là, je vais parler seulement pour le rôle que je joue, sachant que cette appréhension-là, cette insécurité-là, je pense qu'on a un devoir de continuer à le nommer, à permettre la discussion autour de tables. Dans les quartiers, il y a des tables de concertation, que ce soit en sécurité urbaine, table jeunesse, puis même, bon, Camille, je te regarde, peut-être une table où il est question d'itinérance. Je pense qu'on a le devoir, en fait, d'adresser ces questions-là dans ces lieux-là. Et d'essayer de voir comment on est capable, parce que il va toujours avoir une posture qui va demeurer, même si le service de police essaie plusieurs autres façons, dont les policiers socio-communautaires, il y avait les équipes CCR. Donc, il y a quand même des efforts de fait pour tenter de venir un petit peu, pas réparer, mais avoir une autre approche complémentaire. Est-ce que ça, tu sais, oui, ça fonctionne, mais est-ce que ça répare vraiment toutes ces peurs-là, ces craintes-là? Donc, je pense qu'il faut continuer à travailler pour avoir soit des activités de rapprochement. Il y a peut-être une posture qui changera jamais, puis la crainte va demeurer de par le rôle qu'a la police. Fait que moi, je pense qu'il faut demeurer conscient de ça. Quel est le rôle de chacun? Mais si on sent que ça vient porter préjudice à certains groupes populationnels, je pense qu'on a un devoir de le nommer, de conscientiser et de nommer les impacts que ça a. Parce que là, c'est pas juste d'arrêter un groupe de jeunes dans un parc. Après, ça cristallise en fait une perception, puis ça peut même cristalliser certaines réactions, comportements ou craintes qu'ont la population. Fait que je pense que comme municipalité, on a vraiment un devoir d'être très soucieux, sensible à ça. Et le rôle que l'on joue, je pense, on a un rôle de facilitateur, en tout cas d'essayer de créer des maillages puis de favoriser des espaces de discussion pour que ce soit nommé. Moi, je me dis, c'est la moindre des choses, c'est qu'on on doit faire ça pour qu'au moins les gens puissent le nommer, s'exprimer, puis tenter d'essayer de trouver des solutions. Merci beaucoup, Catherine. Robertson? Oui, Catherine a déjà dit l'essentiel pour ce qu'il faut faire. Peut-être un petit mot sur les causes. La police a une histoire. Et historiquement, le rapport de la police avec les Noirs en général, surtout du côté nord-américain, le rapport de la police avec les jeunes issus des communautés racisées est historiquement un rapport problématique. Et pourquoi problématique? Parce qu'il y a un certain nombre de pratiques policières qui ont été instituées et avec lesquelles la police a du mal à divorcer, qui posent problème. Et à force de poser problème, ça a entraîné aussi des réactions qui posent problème. Donc on a des contextes où en même temps, du côté de la police, les jeunes ont le sentiment qu'il y a une présomption de culpabilité sur eux. C'est pour ça que bon, ils sont quelque part, c'est eux qui se font interpeller, alors qu'en réalité, ils devaient être prémunis de la présomption d'innocence. Bah, non, on les traite comme s'ils avaient commis des crimes. Et si on ne trouve pas les criminels, bon, eux, ils ont commis un crime à un moment donné, bon, on va les faire payer pour ce coup-ci. C'est leur sentiment.
Et ce que ça génère comme réaction aussi, c'est une hostilité aussi envers la police. Hostilité qui se cristallise de plus en plus dans des éléments culturels, dans la musique, dans les arts, où expressément on appelle soit à la fin de la police, quand comment dire, c'est la position qui est la plus tendre, ou ça peut même appeler à la mort de la police. Donc vous voyez que on est dans une situation où les interactions sont minées à la base par des stéréotypes et par des préjugés réciproques qui guident des comportements qui n'ont rien à voir avec l'interaction qu'on attend de la police avec les citoyens. Donc oui, il faut évoluer ensemble, mais en même temps aussi, il n'y a pas que la police et ses jeunes. On oublie aussi de mentionner que très souvent, la police répond à une demande sociale. C'est-à-dire, il y a quelqu'un quelque part qui sent en danger par la présence de ces jeunes qu'ils estiment qui les dérangent et qui demandent à la police d'agir pour les représenter. Et ces gens-là continuent de supporter cette action policière. Donc, la police est un peu étirée entre un groupe qui la sollicitent pour intervenir et ces jeunes-là qui disent que cela pose problème. Donc, la situation n'est pas simple à résoudre. Beaucoup, Robertson. Est-ce que, Kester, tu avais levé la main? Je ne sais pas si tu voulais réagir. J'avais peut-être je réagir. Peut-être, personnellement, moi, si je parle de... Parce que j'ai entendu Catherine, Madame Dufresne a dit que... On parlait vraiment des municipalités. Si moi, on parle de ma municipalité et le lien que j'ai avec le poste de police de ma municipalité, j'ai jamais eu de problème avec eux. Moi, c'est le poste 45. Moi, le poste 45, quand je vois une voiture, c'est écrit 45 parce que nous, les jeunes, on s'est fait souvent arrêter parce que on s'est souvent fait arrêter, donc on regarde c'est quel poste, puis on regarde ce que c'est écrit, est-ce que c'est le groupe Eclipse, est-ce que c'est le groupe superviseur. Puis nous, le poste 45, nous a jamais fait un truc bizarre. Personnellement, moi, de mon côté, quand je vois le poste 45, ils sont toujours tranquilles avec nous, ils sont toujours cool avec nous. Mais il y a aussi certaines choses qu'on ne faisait pas avant, que aussi on a commencé à faire, nous aussi, les jeunes. C'était, tellement on ne veut pas que la police nous prenne pour rien, parce que quand la police nous attrape, puis pour rien, c'est vraiment longtemps. On reste pendant 2 heures, on bouge pas pendant 2 heures, parce qu'ils ont fait des vérifications qui durent pendant longtemps. Donc, nous, on prend exprès des petites rues pour éviter que la police nous prenne sur le boulevard. Puis après, on attend juste 2 heures. C'est juste ça que je voulais ajouter. Puis je ne restais pas assez important, mais c'est ça. Mais c'est très important, mais je pense que ça rejoint ce que disait Robertson un peu plus tôt, c'est-à-dire que la police a une histoire. La police a une géographie aussi. Notamment, est-ce que la complexité de la relation entre jeunes et police se décline de la même manière avec la proximité du poste de quartier et les différents profils d'agents qu'il va y avoir. Est-ce que la relation conflictuelle entre les jeunes et la police se joue avec l'agent socio-communautaire, par exemple, ou l'agent patrouilleur d'un dispositif précis comme Eclipse. Et je pense qu'on a une discussion très réductionniste souvent quand on parle des relations entre jeunes et police ou entre personnes en situation d'itinérance et police. Donc c'est tout ça qui est à prendre en compte. Et c'est là, si la police comme institution a une histoire et une géographie, justement les populations d'un territoire vont avoir aussi leur rapport au temps et à l'espace de manière particulière. Et comme tu l'expliquais, Kester, pour moi, ce que tu dis, par exemple, de faire perdre 2 heures de temps à une personne est comme quasiment une forme d'inégalité sociale. À qui on peut faire perdre du temps et comment on peut faire perdre du temps à certaines personnes. Et qui, à ce moment-là, est là pour voir ce qui se passe. C'est peut-être ça qui est en question. Et c'est pour ça que c'est très intéressant. Mais et là, j'ai peur de perdre des questions qui sont ressorties dans le chat, mais je vais les poser en vrac, et je passerai la parole à Robertson, mais qui rejoignent aussi cette discussion qu'on a avec la police. Même si j'y réinterviendrai tout à l'heure, pour ne pas perdre de vue que la police comme institution n'est qu'un des facteurs ou une des variables
dans cette construction de la perception de la sécurité urbaine. Et les questions qui ont été posées dans le chat, c'est jugez-vous que la présence policière, qui reste un élément de dissuasion, est satisfaisante dans l'état actuel pour favoriser le sentiment de sécurité? Une deuxième sous-question, c'était pensez-vous qu'une présence accrue, c'est-à-dire un investissement supplémentaire, est souhaitable de la présence policière? Je répète, jugez-vous que la présence policière, qui reste un élément de dissuasion, est satisfaisante en l'état actuel pour favoriser le sentiment de sécurité? Et pensez-vous qu'une présence accrue, c'est-à-dire un surinvestissement de la présence policière, est souhaitable? Et il y a eu un débat entre les personnes dans le chat, et là j'essaye de construire une question à partir de ce débat. C'est est-ce qu'il faut abolir ou encadrer la pratique des interpellations policières? Et je laisse cette délicate question à Robertson. Ah, ça, c'est pas très gentil. Au fond, moi, je voulais plutôt poser une question sur les pistes. Je vais d'abord commencer par poser mes questions et puis après, je reviendrai sur quelques éléments de réponse. Euh, je sais qu'il y a un certain nombre d'initiatives d'intervention à Trois-Rivières autour de la bibliothèque municipale qui vit justement l'enjeu de l'itinérance, surtout en hiver, que ce soit l'itinérance temporaire ou l'itinérance permanente. J'aimerais avoir l'avis de Camille sur ces initiatives-là et surtout sur comment est-ce qu'on peut réinvestir un lieu commun comme une bibliothèque pour fabriquer du lien social. Ça, c'est la première question que j'avais. La deuxième, pour Madame Dufresne, quel serait, selon vous, le meilleur coût de l'arrondissement, de la municipalité, justement pour, toujours dans cette perspective de favoriser le vivre ensemble, là, mais pour prévenir l'insécurité urbaine ou pour conserver le niveau de sécurité dans votre zone. Et j'irai jusqu'à soumettre la même question à Kester pour savoir, de ton lieu, de ton point de vue, quel est le meilleur coup, quelle est la meilleure initiative qu'on a prise dans ton secteur pour favoriser justement la sécurité urbaine et que l'on gagne à multiplier, divulguer, étendre, etc. Bon, maintenant, je vais me commettre avec la question, bon, la littérature est unanime sur le fait qu'il n'y a pas de corrélation entre la présence policière, c'est-à-dire une forte présence policière, une écrasante présence policière et la réduction de la criminalité. Oui, le personnel policier joue un rôle et la présence policière peut jouer un rôle dissuasif, mais jusqu'à un certain point. Au-delà, ça peut même devenir contre-productif. Les criminologues aiment faire cette blague-là, trop de sécurité tue la sécurité. Donc, à force d'investir trop dans le personnel physique policier, on peut justement donner l'impression qu'il y a des failles de sécurité. Bon, ça, c'est la première chose tirée de la littérature. Donc, est-ce qu'une présence plus accrue de la police est souhaitable? Peut-être qu'à certains endroits, ça peut l'être. Et peut-être qu'à d'autres endroits, parce qu'il y a la dotation en personnel policier varie d'une municipalité à une autre. Il y a des municipalités qui sont mieux dotées que d'autres. Dans une autre étude que j'ai faite sur le financement de la police, on a bien vu que les demandes qui émanent même à l'intérieur des corps policiers se dirigent un peu moins sur la dotation en personnel que sur la spécialisation de la fonction policière et la concertation de l'action policière avec d'autres acteurs. Autrement dit, les policiers aujourd'hui les corps policiers revendiquent de travailler avec d'autres corps de métier
pour intervenir sur des problématiques pour lesquelles les policiers ne sont pas compétents. Un policier n'est pas compétent pour intervenir devant quelqu'un qui a un problème de santé mentale, qui est en train qui est en crise ou en détresse. Un policier n'est pas formé pour intervenir dans une situation comment dire, de crise psychotique due à la consommation d'une substance psychoactive, etc. Parce que lui, il est formé pour la contention, il est formé pour la contrainte physique et des fois, la contrainte physique peut être mortelle dans le cas de ces interventions-là. Donc, c'est la réponse facile que je soumettrai à ces deux questions bien difficiles. Je peux poursuivre avec ta réponse, Robertson. Juste pour continuer sur la discussion c'est ça, du rapport entre la police puis les personnes en situation de rue. C'est un peu comme les jeunes, mais dans les faits des personnes en situation de rue, il y a aussi des jeunes. C'est ça, le rapport entre les deux est souvent difficile. Les personnes en situation de rue ont vécu eux aussi toutes sortes d'arrestations qui se sont plus ou moins bien passées puis qui ont laissé un goût amer dans la bouche. Donc, c'est ça, dès que nous, on fait appel à la police dans nos services parce qu'on veut faire expulser quelqu'un qui ne respecte absolument pas notre code de vie, on le sait qu'il va y avoir des vives réactions d'autres personnes quand elles vont voir les policiers arriver. Mais pour parler de l'initiative à la bibliothèque, je ne sais pas exactement de quoi tu parles, Robertson. Je sais juste que nous, c'est ça, les équipes qui se promènent sur le terrain font beaucoup le lien avec les personnes qui travaillent à la bibliothèque du centre-ville parce que l'hiver et l'été, c'est ça, il y a beaucoup de personnes qui vont soit se réchauffer, soit se rafraîchir dans la bibliothèque puis qui prennent comme vraiment place dans les lieux puis possiblement de façon dérangeante pour les autres. Puis il y a aussi un autre organisme communautaire de la ville qui dédie des intervenants dans la bibliothèque à l'année longue en journée, puis dans le parc qui est collé à la bibliothèque parce que dans ce parc-là, on sait qu'il y a beaucoup de personnes en situation de rue qui sont présents. Donc c'est ça, il y a des intervenants dédiés pour faire de la présence et du lien avec ces personnes-là. Puis nous, sincèrement, en tout cas au Centre Le Havre, on travaille vraiment bien avec la police de Trois-Rivières dans le sens où c'est ça, on a quand même une belle entente pour la tolérance avec les campements dans la ville l'été. Puis c'est ça, il y a des équipes, comme tu disais, Robertson, qui sont plus sensibilisées puis formées pour intervenir avec des personnes qui ont des troubles de santé mentale puis avec des personnes qui sont, c'est ça, psychotiques. Puis pour vrai, ça fonctionne vraiment bien, puis on est en lien direct avec eux. Puis le plus possible, c'est eux qui interviennent quand on fait appel à eux. Puis ça fonctionne quand même vraiment bien dans l'ensemble. C'est très satisfaisant, en tout cas de notre côté. Je Merci beaucoup. poursuis, Allez. Leslie? D'accord. En fait, peut-être Robertson s'est trompé au niveau de l'intervention dans la bibliothèque. C'est chez nous à Rivière-des-Prairies. C'est situé près d'une école, fait que c'est juste peut-être une substitution. En fait, le plus grand coup, puis je vais donner juste l'exemple d'avant d'être avec vous tout à l'heure. Juste ce matin, on a réalisé un bon coup en assoyant autour de la table des intervenants. On était au poste de quartier local. On avait le service de la santé qui était avec nous. Puis, on a parlé d'enjeux qui ont cours, donc, entre autres, les relations hommes-femmes, les jeunes filles, les relations interpersonnelles, les agressions sexuelles. Fait qu'on on a eu des discussions juste, vous voyez, là-dessus ce matin. Et c'est cette mise en commun-là, il y a pour moi, puis là, je reprends un peu des commentaires qui ont été mis là, tout le long de la présentation. Je pense qu'il faut qu'on comprenne, qu'on sache clairement comment chacun perçoit son rôle. Puis une fois qu'on met ça sur la table, voici notre rôle, voici notre responsabilité. Des fois, il y a une posture qui est prise. Puis là, je vais donner l'exemple du service de police. Son rôle,
le service le voit d'une façon. Nous, on le voit peut-être d'une façon complémentaire parce que tout le monde a droit à la protection. Donc, dès que ça devient un citoyen sans qu'il n'est plus dans la protection de ce qu'il devrait faire, ben, c'est qu'il faut le soumettre à l'attention. Donc, vous êtes supposé servir, protéger, mais là, c'est plus comme ça qu'on le sent. Fait que moi, je pense que c'est vraiment la rencontre des rôles et responsabilités de chacun. Autant les municipalités que les organismes communautaires que le milieu de la santé. Puis ça, le milieu de la santé, on aurait pu en parler, je pense, beaucoup plus longuement sur la prise en charge de toutes ces problématiques sociales-là et des moyens qu'ils ont de venir nous soutenir là-dedans. Je dirais qu'en général, on a beaucoup de moyens. Le financement vient des municipalités. Donc, comment je pense que ça va être à regarder aussi là, globalement comment le financement se déploie pour venir répondre à ces enjeux sociaux-là. Moi, je pense qu'on a des questions, on a une introspection à faire, puis l'angle selon lequel on l'apporte. Fait que moi, je dirais que le bon coup, de mon point de vue à moi, c'est d'avoir la capacité de se réunir, de se parler, de se rencontrer et de venir soutenir des projets puis moi, j'avais dit, là, je ne voulais pas au webinaire arriver la municipalité qui se pète les bretelles. Mais oui, il y a du financement qui est donné. Oui, il y a des programmes de financement qui ont été bâtis récemment, qui ont pour moi une sensibilité plus grande de ce qui est vécu par la population. Fait que c'est sûr que moi, je suis fière qu'on ait cet ajustement-là qui se fasse. On n'a jamais assez d'argent, ça, on ne se le cachera pas, mais au moins, on a cette rigueur-là de se dire comment on peut venir répondre à ces problèmes sociaux-là. Est-ce que notre façon d'y répondre est adaptée? Donc, moi, je pense que c'est la question qu'il faut qu'on se pose. Quelles sont les problématiques? Puis, est-ce que notre façon d'y répondre est adaptée? Le service de police va répondre à ces enjeux sociaux-là d'une façon, puis c'est de tout pour moi décortiquer ça, puis d'avoir une discussion franche là-dessus. Puis, Kester, avant de te passer la parole, moi, je dirais que le volet qu'il faut qu'on travaille davantage, que je sens, là, moi, ça fait quand même des années là, que j'œuvre, est-ce qu'on a une adaptabilité de venir soutenir les citoyens qui veulent eux-mêmes prendre en charge, en fait, leur réalité, leurs enjeux, leurs défis. Donc, je donne des exemples concrets. Des jeunes veulent faire la différence auprès de leur père, voudraient organiser un tournoi de basket, là, je vous parle même d'exemples que j'ai en tête, mais veulent venir au service de leur père parce qu'ils connaissent bien la réalité. Est-ce que nous avons les systèmes en place, autant au niveau des OBNL que des institutions, pour venir permettre ce terreau fertile-là pour que les citoyens, les gens, les personnes en situation d'itinérance, tous ces gens-là peuvent venir eux-mêmes œuvrer et changer en fait leurs conditions et mettre eux-mêmes l'épaule à la roue. Donc, moi, c'est la question vraiment que je nous lancerais. On a des systèmes d'établis. Le milieu communautaire, c'est un système aussi qui est établi. Donc, est-ce on a cette agilité-là tous pour venir permettre à des jeunes comme Kester ou autres de venir porter des messages, faire la différence et apporter des solutions, eux aussi, aux changements qui sont nécessaires pour une meilleure sécurité. Fait que ce serait mon mot de la fin. Esther? Bon, moi, je vais réagir à la question que Robertson m'avait posée. La question, dans mes souvenirs, c'était c'est quoi le meilleur programme que la municipalité ont fait avec la police et vous, les jeunes? Moi, le meilleur programme, il y en a deux. Il y en a deux. Je ne sais pas si c'est un programme, mais c'est des choses que j'ai constatées. C'était que quand il y a quelque chose de communautaire, la police est là, puis ils essaient d'interagir avec nous. Même si c'est un peu compliqué parce que on n'aime pas vraiment trop interagir avec la police, on voit que ils essayent, puis c'est nice. Puis la deuxième chose, c'était les cadets. Quand les cadets aussi, ils viennent dans les quartiers, ils demandent comment c'est, ils demandent comment on vit ici. Ça aussi, je trouve ça vraiment cool. Puis aussi, la question que tu as posée, c'était est-ce que il faut plus augmenter le nombre de policiers dans les quartiers et plus d'interpellations ou les réduire? Moi, je trouve que c'est bon comme c'est.
si on augmente le nombre d'interpellations, là, c'est dommage. Là, tout le monde va se faire interpeller. Puis si on réduit le nombre d'interpellations, c'est sûr que là, on a bridé la police, puis la police ne pourra plus faire son travail comme il faut. Puis, selon moi, peut-être pour précision, Kester, c'était abolir, c'est-à-dire même interdire les interpellations ou les encadrer. Abolir. Si c'est pour abolir, mais non, on ne peut pas empêcher la police de faire son travail, sinon c'est abusé, sinon la police ne sert à rien. Si la police ne peut pas arrêter quelqu'un qui a grillé un feu rouge, bon, c'est pas mal ça, mais moi je trouve qu'il y a beaucoup plus d'alternatives, il y a des alternatives meilleures. S'il faudrait reconnecter la police avec la communauté, pour moi, personnellement, la meilleure alternative, c'est vraiment que la police vienne dans les festivals, qui viennent dans des petites réunions, dans des petits trucs communautaires, mais sans forcément se montrer en étant des policiers. Parce que si moi, je vais dans un truc communautaire, puis je vois quelqu'un, gilet pare-balles, chemise, taiseux, talkie-walkie. Je me dis, oh, ok, c'est un peu bizarre. Je vais essayer de rester plus calme. Je ne serai pas genre 100% moi-même. Mais si la personne, le policier, est en chemise, il y a son jean, ses souliers, il est tranquille, puis il est à l'aise, sans être en tenue de policier, je sais que ça va être plus facile d'aller vers lui parce que je pourrais plus me reconnaître en lui, plus me dire, OK, lui, c'est quelqu'un comme tout le monde, comme lui et moi. Puis moi, je pense que c'est pas mal ça, la meilleure alternative pour reconnecter la police avec la communauté. Merci beaucoup, Kester. Je vois qu'il est 13h31. Je crois que Maïli a levé la main pour nous arrêter. Merci en tout cas Robertson, Catherine, Camille, Kester pour ces échanges très riches et très complets au final. Mais en même temps, j'avais plein de questions. En fait, on reste un peu sur notre fin, j'ai l'impression, et je sais pas, en tout cas moi, je reste un peu sur ma fin, puisqu'on a quand même été aspiré par l'idée de police, de criminalité. Et on revient à ce que nous disait Robertson dès le début. C'est-à-dire discuter de criminalité va nécessairement nous amener à être aspirés. De sécurité va nous amener à être aspirés par la notion de criminalité et de centrer notre discussion sur la notion de police. Mais je pense que la conversation va beaucoup plus loin que ça. On a eu quand même des pistes de réflexion, des pistes de solutions dans les différents échanges qui amènent et qui ouvrent, en tout cas, d'autres perspectives sur envisager de sortir un peu, de décentrer la discussion de la sécurité au niveau de la criminalité. On a discuté d'alimentation, de vieillissement, tout un tas de logement aussi. Je pense que Camille a évoqué le logement. On a parlé notamment de biens personnels, de violences physiques et symboliques en fait aussi. Ce qui amène à poser beaucoup de questions sur en fait comment on entend aujourd'hui la protection en fait, la protection et le maintien de relations dans des espaces de proximité, avec un rôle de différentes parties prenantes, que ce soit la municipalité, plus largement les institutions, que ce soit le milieu communautaire, ou que ce soit les résidents et les résidentes elles-mêmes dans toute leur diversité, que ce soit les jeunes, les personnes plus aînées, les résidents, etc. Et en même temps, j'aimerais peut-être conclure sur ça, puisqu'on a beaucoup discuté d'émotions, on a beaucoup discuté de subjectivité, d'affect. Et je vous renvoie dans ce cas-là aux travaux de Sarah Ahmed qui parle d'une économie affective de l'espace. Et qui, là, pour le coup, je bouscule un peu les perspectives sociologiques au sens strict et traditionnel et les perspectives criminologiques pour penser comment les émotions et les affects se déclinent dans l'espace, donc dans les relations, mais pas juste de manière matérielle, de manière symbolique également. Et ce qui nous permettrait peut-être de sortir de la discussion, ou en tout cas de centrer la discussion sur le rapport à la police ou à la criminalité, pour investir d'autres champs, éventuellement, et aller regarder d'autres caractéristiques dans les différentes relations qu'on peut avoir dans l'espace, entre personnes itinérantes, entre personnes résidentes, entre services de la municipalité, entre jeunes, entre personnes aînées, et entre organismes communautaires également.
Et je conclurai là-dessus en vous invitant aussi à vous remerciant une nouvelle fois également. Et en remerciant également l'Observatoire pour cette invitation qui a permis d'ouvrir. Et j'espère que ça ne sera pas la dernière conversation que nous aurons. Donc, je laisse peut-être la parole à Maïli ou à Robertson pour conclure. Vas-y, Maïli. C'est parfait, merci beaucoup. En tout cas, je remercie nos panélistes d'être venus à cette rencontre. Je remercie aussi les participants qui sont venus pour partager ce moment avec nous, pour toutes les questions qu'on a eues lors de ces 1h30 qui auraient pu durer bien plus longtemps. On vous remercie. Dans le chat, vous pouvez trouver comment vous inscrire à notre infolette pour ne pas louper la rediffusion de ce webinaire qui a été enregistré, qui sera sur nos plateformes de l'Observatoire et qui sera envoyé aussi à la fin par courriel à toutes les personnes qui ont été présentes. Donc, on vous remercie. Je remercie vraiment grandement les panélistes et pour toutes les discussions vraiment enrichissantes qu'on a eues aujourd'hui. Et puis, à bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup.